Je m'appelle Ruslin, et avant de conduire un taxi dans les rues de Brighton Beach, je marchais tous les jours dans l'un des endroits les plus sauvages de Russie, les forêts de Yougva, où l'Europe se mêle à l'Asie et où les hivers écrasent l'âme de ceux qui osent y vivre. J'étais ce qu'on appelait simplement un lechnik. Il n'y avait pas ce joli titre de garde forestier, il n'y avait pas de glamour, il n'y avait rien de tout cela. Nous vivions simplement dans la forêt. Nous en prenions soin, nous la protégions et nous essayions de survivre à ses caprices. Yougva n'est pas un parc. C'est un monde à part entière. Près de 19 000 km² de montagnes, de toundra, de vallées et d'une muraille infinie de pins qui bloquent le vent et gardent des secrets anciens. Pour vous donner une idée de sa taille, c'est plus grand que certains pays. C'était mon territoire de travail. Et pendant longtemps, le seul foyer que j'ai connu. En été, lorsque la neige fondait et que les soldats des bases voisines emmenaient leurs familles respirer l'air pur, il était courant de rencontrer des touristes perdus sur les sentiers. Certains demandaient des informations, d'autres étaient enchantés par tout ce qu'ils voyaient, et d'autres, certains n'auraient jamais dû s'aventurer là-bas. C'est au cours d'un de ces étés en 1987 que ma vie a changé pour toujours. Je marchais tranquillement sur un sentier étroit quand quelqu'un a crié « Hé, forestier, vous là-bas, venez ici immédiatement !» Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. J'ai immédiatement reconnu le ton. Ceux qui ont servi dans l'armée rouge le savent. Les officiers ont une façon unique de traiter tout le monde comme des subordonnés. Quand je me suis retourné, j'ai vu un homme sans uniforme, mais sa démarche en disait long. Derrière lui, sa femme et ses 2 enfants tremblaient, comme s'ils avaient vu un fantôme. Et peut-être avait-il vu quelque chose de pire. L'officier s'est approché de moi en crachant sa colère. Il y a un fou qui traîne dans le coin et qui effraie ma famille. Un salaud avec une tête d'ours sur la tête. L'histoire semblait absurde. J'avais déjà vu des ivrognes, des chasseurs illégaux, des sorciers ruraux, mais un homme portant un ours comme chapeau. C'était nouveau, même pour moi. J'ai demandé ce que cet individu avait fait. La femme de l'officier pouvait à peine parler. Ses yeux étaient écarquillés, rouges, humides. Les enfants se cachaient derrière les jambes de leur père. Puis il a dit, il est resté là à nous regarder, sans cligner des yeux, sans parler, juste en regardant. Quand je me suis approché de lui, il s'est mis à courir comme s'il voulait me tuer et s'est arrêté à la dernière seconde. Puis, il a ri. Il a ri de ma famille, terrifiée. Ce genre de rire, ce genre de courage, ce n'était pas le comportement d'un touriste ni d'un chasseur ivre. C'était différent. C'était mal. J'ai encore essayé d'adoucir les choses en disant que c'était peut-être juste un chasseur traditionnel, quelqu'un trop isolé de la société. Mais l'officier m'a serré le bras si fort que j'en garde encore le souvenir aujourd'hui. Trouvez cet homme, ou quelqu'un va le payer. Et à cette époque, quand un officier soviétique disait quelque chose comme ça, vous le trouviez. Un autre garde forestier et moi avons pris notre vieux UAZ, une Jeep si robuste qu'on aurait dit qu'elle avait été construite à coups de marteau. Et nous sommes allés dans la zone où l'officier avait vu cet homme-ours. Nous avons marché toute la journée. Rien. Aucune trace, aucun indice. Comme si cet homme s'était fondu dans les arbres. Mais le lendemain matin, tout a changé. En suivant des empreintes qui traversaient des champs et des ruisseaux, nous sommes arrivés dans une zone où le silence semblait plus pesant. Et puis, nous avons vu le premier signe. Un objet attaché à un arbre, se balançant au gré du vent. Quand je me suis approché, j'ai eu des frissons dans le dos. C'était une amulette, ou comme on l'appelait là-bas, un aubert. Une sorte de sortilège rural. Un petit oiseau mort, au crâne nettoyé, attaché à des bâtons tressés. Ce n'était pas un symbole de chasse, ce n'était pas un jouet, c'était un avertissement. Et ce n'était pas le seul. Nous avons continué notre chemin et en avons trouvé d'autres. Certains avec des os, d'autres avec des morceaux de plantes séchées, d'autres encore avec des symboles gravés dans le bois. Chaque nouvelle aubert semblait nous dire
Vous êtes entrés sur son territoire. Et c'est là que j'ai compris. L'officier n'avait pas vu un ivrogne, ni un chasseur au loin. Il avait trouvé quelqu'un qui vivait dans la forêt d'une manière primitive. Quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Et quelqu'un qui montrait clairement qu'il n'acceptait pas les intrus. Ce fut le début. La graine du cauchemar qui me hante encore aujourd'hui. Cet homme ne vivait pas seulement dans la forêt, il défendait un territoire. Et nous, sans le savoir, venions de franchir sa frontière. Après avoir trouvé ces amulettes éparpillées parmi les pins, petits crânes d'oiseaux, morceaux d'os attachés avec des fibres tordues, symboles gravés dans du bois ancien, un sentiment oppressant nous a envahis, comme si toute la forêt nous observait. Mon partenaire et moi marchions côte à côte, mais nous nous sentions néanmoins isolés, comme si chaque arbre était contre nous, penché dans la direction opposée au vent, attentif à nos pas. Il était impossible de le nier. Nous ne suivions pas seulement des traces. Nous envahissions un territoire. Et celui qui avait marqué cela ne l'avait pas fait par superstition. Il l'avait fait avec intention. Lorsque nous sommes revenus au siège, notre chef a écarquillé les yeux en voyant les photos et les amulettes que nous avions ramassées. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un pratiquait la sorcellerie dans la région. Mais cet ensemble organisé, profond, dispersé et encore frais, cela avait un autre poids, comme s'il s'agissait d'un langage secret, comme si quelqu'un parlait à la forêt et que la forêt répondait. Le chef a décidé de mobiliser plus de personnes le lendemain et nous sommes donc retournés sur place. Cette fois-ci avec plus de prudence et la radio attachée à la poitrine. Malheureusement, cela n'a pas beaucoup aidé. Le piège. Il était environ 9 heures du matin lorsque la radio a grésillé avec un bruit statique si fort qu'il semblait être mordu par des dents métalliques. Une voix s'est fait entendre, tremblante, presque étouffée. Ici le secteur 3, je suis tombé, j'ai failli, il a fait ça, il l'a fait exprès. Mon cœur s'est serré. Mon partenaire et moi avons couru dans la direction de la voix. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'un de nos collègues assis par terre, pâle, couvert de sueur froide, regardant un trou profond. Le trou était si sombre qu'il semblait avaler la lumière du matin. Une fosse, pas une fosse naturelle. Une fosse creusée pour que quelqu'un tombe dedans. Et à l'intérieur, 6 pieux en bois aiguisés, si polis qu'il ressemblait aux dents d'un prédateur attendant patiemment sa proie. Notre collègue s'était sauvé de justesse, s'agrippant au bord avec ses ongles et ses cris. S'il était tombé droit, il n'y aurait pas eu de survivants pour raconter l'histoire. La forêt nous criait un message. « Rentrez chez vous !» Mais nous ne pouvions pas rentrer. Pas encore. Cet officier soviétique n'accepterait aucune excuse. Pire encore, il y avait désormais un risque réel pour tous les visiteurs. C'était la partie injuste de notre travail. Les gens disaient que nous n'étions que des forestiers, mais quand quelque chose comme ça arrivait, ils attendaient de nous que nous soyons des soldats, des gardes, des chamans et parfois même des psychologues. Ce jour-là, nous sommes retournés à la base pour réorganiser l'opération. Et c'est là que le chef nous a annoncé la nouvelle. Nous allons recevoir des fusils de la milice locale. Ils veulent retrouver cet homme avant qu'il ne provoque un incident diplomatique ou militaire. Il y avait un mélange d'espoir et de peur dans cette pièce. Les armes apportaient certes une sécurité, mais elles signifiaient aussi quelque chose de bien pire. L'homme à la tête d'ours ne plaisantait pas. Il menait une guerre silencieuse. La deuxième attaque, l'invisible armée de vieux fusils lourds aux crosses en bois presque pourries, nous sommes retournés dans la forêt le lendemain. L'air semblait plus sec. Le vent semblait s'être arrêté. Chaque pas était une insulte à ce territoire marqué. C'est alors qu'aux alentours de midi, un autre cri retentit dans la radio. « Tireurs, tireurs, nous avons besoin d'aide, ils nous tirent dessus. » Nous avons couru à nouveau, l'adrénaline brûlant nos veines, attendant d'entendre des coups de feu. Mais aucun coup de feu n'a résonné dans la forêt. Lorsque nous avons retrouvé nos 2 collègues, ils étaient cachés derrière un énorme rocher, en sueur, tremblants, regardant derrière eux comme si quelque chose marchait dans leur direction. « Où sont les coups de feu ?» ai-je demandé.
Le plus jeune d'entre eux a levé la main et a montré quelque chose d'effrayant. Une flèche, enfoncée si profondément dans un arbre qu'elle avait presque traversé le tronc. Il utilise un arc, a dit l'autre, à bout de souffle. Et il sait où nous sommes. Il nous voit, mais nous ne le voyons pas. Le silence qui a suivi cette phrase était pesant comme du plomb. Un arc silencieux, un homme invisible, une forêt infinie pour se cacher. C'était comme se battre contre un fantôme armé. À ce moment-là, nous avons tous pensé la même chose, mais personne n'a osé le dire à voix haute. Cet homme nous traque. La décision qui a tout changé. Après cette attaque, le chef a interdit à quiconque de retourner dans cette zone sans escorte militaire. La milice serait à nouveau appelée, cette fois avec une compagnie entière, soit plus de 50 hommes. Des mitrailleuses, des chiens renifleurs, des cartes détaillées, des stratégies d'encerclement. Cette forêt, si ancienne et si silencieuse, allait bientôt voir des hommes marcher comme s'il s'agissait d'une zone de guerre. Lorsque nous sommes rentrés chez nous ce soir-là, j'ai essayé de dormir. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la flèche plantée dans l'arbre, vibrant, les amulettes suspendues aux branches comme de petits cadavres, le piège avec ses pieux brillants au fond de la fosse, et surtout, l'image décrite par l'officier, un homme grand, vêtu de fourrure sombre, avec une tête d'ours couvrant son visage, riant, courant, défendant, l'escalade. Une semaine plus tard, nous étions à nouveau prêts à entrer dans la forêt, accompagnés cette fois-ci de dizaines d'hommes armés. Je me sentais plus en sécurité, certes, mais je me sentais aussi comme un intrus, comme si je violais quelque chose de sacré. La prochaine attaque ne tarda pas à venir. Un cri a retenti dans la forêt. « Hommes blessés, archers ennemis, mettez-vous à couvert !» Le milicien touché est tombé à genoux, une flèche transperçant son épaule. Le sang coulait à flot, contrastant avec la froideur permanente des arbres. Et puis quelque chose de terrifiant s'est produit. Une riposte de mitrailleuse a éclaté, résonnant à travers les troncs, ricochant comme le tonnerre, faisant s'envoler les oiseaux, les pierres et les branches. Les soldats tiraient dans toutes les directions. C'était le désespoir à l'état pur. Lorsque les coups de feu cessèrent enfin, nous trouvâmes des traces de sang frais sur le sol, menant à l'intérieur de la forêt dense. Nous suivîmes la piste pendant des heures, jusqu'à ce que nous tombions sur ce qui semblait être une sorte d'abri souterrain. Pas une cabane, pas un campement, mais un repère primitif, fait de branches de pin et de boue compressée, presque invisible. L'endroit sentait le cuir, la fumée ancienne et quelque chose d'autre, quelque chose d'animal. Mais l'homme n'était pas là. Il avait été blessé, certes, mais il bougeait encore, il respirait encore, il surveillait encore, et il détestait toujours notre présence. La disparition soudaine. Après cette journée de chasse, un silence absolu s'est abattu sur la forêt. Pas de flèches, pas de pièges, pas de nouveaux talismans. Rien. L'homme avait tout simplement disparu. Pendant des semaines, nous avons cru qu'il était mort de ses blessures. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la fin. Personne d'aussi rusé, aussi résistant et aussi connecté à cette forêt ne disparaîtrait comme ça. Et des années plus tard, alors que je me préparais à quitter la Russie, j'ai reçu un message qui m'a glacé jusqu'aux os. Nous avons trouvé une nouvelle amulette dans l'arbre, fraîche, fabriquée il y a quelques jours. Il n'était pas seul. Cette phrase s'est gravée dans mon esprit comme de la glace brûlante. Il n'était pas seul. Les hommes comme lui ne laissent pas de disciples. Ils laissent des héritiers. Après ce jour où nous avons suivi la traînée de sang dans la forêt et trouvé la tanière improvisée, ce trou à moitié caché sous un dôme de pin mort, j'ai su que rien ne serait plus jamais pareil. La forêt semblait respirer différemment, comme si elle attendait que quelque chose se passe. Les hommes de la milice ont supposé que le type mourrait d'une infection ou d'une hémorragie. Mais moi, j'ai travaillé trop longtemps dans cette forêt pour croire aux solutions faciles.
Les gens comme lui ne meurent pas comme ça. Les gens comme lui disparaissent. Ils se transforment, et la forêt les engloutit. Au cours des mois suivants, le parc a retrouvé une routine presque normale. Les soldats qui venaient avec leurs familles, les botanistes, les bergers qui traversèrent les montagnes. Tous ont continué leur vie, comme si de rien n'était. J'ai moi-même presque convaincu une partie de moi d'accepter la version confortable. L'homme à la tête d'ours s'était enfui, peut-être saigné à mort loin de là. Mais la forêt ne nous laisse jamais oublier. Elle nous le rappelle. Elle se venge toujours. La tension silencieuse qui s'installe. J'ai continué à travailler, marchant des kilomètres chaque jour, essayant de trouver la paix dans la répétition des tâches, mesurer les arbres, vérifier les limites du territoire, observer les feux naturels. Mais chaque pierre déplacée, chaque branche cassée dans un angle étrange, chaque silence plus profond que d'habitude, tout me mettait en alerte. C'était comme si Yugva avait développé son propre rythme cardiaque. Et ce rythme s'accélérait lorsque je m'approchais de la région où nous avions trouvé les amulettes, le piège et le terrier de l'archiro sauvage. Quelques mois plus tard, l'un de mes collègues, Mikhail, fit une remarque inquiétante. « As-tu remarqué que les oiseaux ont cessé de chanter dans cette partie de la vallée ?»« Ils migrent, Misha, ai-je répondu. Mais même en disant cela, je savais que ce n'était pas vrai. Les oiseaux n'avaient pas migré. Ils s'étaient enfuis. Et les grands animaux, ils avaient également changé de route. Les traces de cerfs et d'ours contournaient cette zone comme s'il s'agissait d'un territoire contaminé. Seuls les humains persistaient à ignorer les signes. Avec le temps, des événements étranges ont recommencé à se produire. Les empreintes qui n'appartenaient à personne. Tout d'abord, on a trouvé des empreintes profondes et larges, marquées par des chaussures rudimentaires en cuir brut. Ce n'étaient ni des bottes soviétiques, ni des chaussures de touristes. Elles étaient primitives. Ensuite, on a trouvé des troncs d'arbres rayés par des coupes faites avec des lames de pierre. Oui, de la pierre, pas du métal, qui, à la fin des années 80, utilisait des lames de pierre pour marquer son territoire. Mais la marque qui m'a le plus effrayé n'était pas sur l'arbre. Elle était sur un rocher, un énorme monolithe que je connaissais depuis mon enfance. Un rocher qui semblait respirer la brume les matins d'automne. Il y avait un symbole dessus, un cercle coupé par 3 lignes. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et je ne le reverrai jamais. Mikhail m'a demandé « Que penses-tu que cela signifie ?» Et avant que je puisse répondre, j'ai remarqué quelque chose de terrible. Le symbole était frais. Il avait été gravé il y a quelques jours tout au plus. Si l'homme à la tête d'ours était mort, quelqu'un avait appris de lui. Ou pire, quelqu'un suivait ses traces. La dernière attaque, l'hiver est arrivé, lourd comme un coup de poing. La forêt a changé de couleur, mais la peur est restée. La milice a réduit ses patrouilles, car l'homme n'était pas réapparu, et le gouvernement avait des préoccupations plus importantes avec l'effondrement qui allait suivre la fin de l'Union soviétique. Un jour, pendant une faible tempête de neige, j'ai reçu un message radio. « Rusline, venez à la cabane nord. Il y a quelque chose d'étrange ici. » J'ai pris la Jeep, j'ai accéléré sur les rails gelés et je suis arrivé à l'avant-poste, une petite maison en bois utilisée comme abri. Quand je suis entré, l'odeur de fumée brûlée m'a envahi les narines. Le poêle était éteint, la table renversée, les lits retournés, et au centre de la cabane, une amulette. Un Aubert des anciens. Celui-ci était pire, bien pire, fabriqué à partir de la mâchoire inférieure d'un loup et de fils de cuir noués de manière rituelle. Et au centre de l'arcade dentaire, il y avait un trou où un morceau de tissu avait été passé. Un morceau de tissu provenant de l'uniforme soviétique d'un de nos collègues. J'ai senti mon estomac remonter dans ma gorge. Le message était clair. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la chasse. La neige dehors produisait un son étouffé, comme si le monde respirait plus doucement. Et puis nous avons vu, à l'extérieur de la cabane, 3 empreintes. Grandes, profondes, comme si quelqu'un de très fort avait sauté du toit et était tombé là. L'homme, ou qui que ce fût, avait évolué. Il était plus audacieux, plus confiant, plus proche. J'ai appelé le reste de l'équipe.
La milice est arrivée quelques jours plus tard, trop tard, comme d'habitude. Mais rien d'autre ne s'est produit cet hiver-là. Rien. Aucune agression, aucune flèche, aucune nouvelle amulette. Le silence était encore pire que les attaques, l'effondrement du pays et de la sécurité. Puis vint 1991. L'Union soviétique s'est effondrée, et avec elle, toutes les structures qui maintenaient un minimum d'ordre dans cette région. Certains collègues ont émigré vers les grandes villes. D'autres sont partis à l'étranger. Yugva s'est retrouvé presque abandonné. J'ai essayé de continuer à travailler. J'ai essayé d'ignorer l'avertissement silencieux de la forêt. J'ai essayé d'être rationnel. Mais alors, le message final est arrivé. La révélation qui m'a fait partir pour toujours. Je préparais déjà mes documents pour émigrer lorsque j'ai reçu un appel d'Anatoly, l'un des derniers forestiers qui travaillait encore près de la zone interdite. Il parlait à voix basse, comme s'il chuchotait sous son lit. « Rusline, tu te souviens de cette amulette, la première ?» « Je m'en souviens. Nous en avons trouvé une autre, une ancienne. Non, sa voix tremblait. Une nouvelle, récemment fabriquée. Et il n'y en avait pas qu'une. Il y en avait 5, alignées, comme si quelqu'un marquait à nouveau son territoire. Mon corps s'est glacé. Vous pensez que ce n'est pas le même homme. Comment le savez-vous? Parce que nous avons trouvé des marques, des traces. Des traces de quoi? Une longue pause, très longue. 2 paires d'empreintes différentes, 2 tailles, 2 façons de marcher, 2 hommes, ou plus. La forêt en avait produit un autre, ou peut-être enseigné un autre. Héritage, rite, culture, je ne sais pas comment l'appeler. Je sais seulement que cela signifiait une chose. L'homme à la tête d'ours n'était pas un individu isolé. Il était simplement le premier que nous avions vu. C'était une lignée, un clan invisible, un groupe primitif vivant sous notre nez, attendant, observant, jugeant ceux qui osaient traverser leur territoire. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je quitterai la Russie. Je quitterai Yugva. Je laisserai derrière moi cette profonde respiration de la forêt. Ces yeux que je n'ai jamais vus, mais que j'ai toujours sentis. J'aimais mon pays, mais je savais que si je restais, je retrouverais un jour ses yeux derrière la peau de l'ours. Et la prochaine fois, il n'y aurait peut-être pas de soldats, pas de radio, pas de lumière, juste la forêt. Et eux, la dernière pensée que j'emporte avec moi. Parfois, en conduisant mon taxi à Brighton Beach, je vois un homme barbu traverser la rue, vêtu d'un manteau de fourrure sombre. Et pendant un millième de seconde, mon cœur s'arrête. Un souvenir me revient. Un frisson me parcourt l'échine. Je sais que ce n'est pas lui. Je sais qu'il est resté en Russie. Mais je continue à me demander si Yugva était trop grande, trop profonde, trop ancienne. Pourquoi seuls ces talismans ont-ils été retrouvés? Pourquoi un seul homme a-t-il été vu? Et la question finale, que je n'ai jamais eu le courage de poser à voix haute, et s'il n'y en avait pas qu'un seul? Et s'il n'y en avait jamais eu qu'un seul? Et si, pendant que nous vivions là-bas, ils nous observaient, comme des animaux entrant en territoire interdit? La forêt sait garder ses monstres, mais parfois, elle en laisse échapper un, juste pour nous rappeler qu'elle est vivante et qu'elle ne nous a jamais appartenu.